Ils disent que Hollywood récompense l'originalité sauf si vous menacez le système. Pour chaque icône célébrée sur le Walk of Fame, il y a des visionnaires effacés discrètement pour avoir refusé d'obéir aux règles du studio. Pourquoi certains des esprits les plus inventifs du cinéma ont-ils disparu des projecteurs juste au moment où ils changèrent la donne? Que se passe-t-il vraiment lorsque le talent se heurte au contrôle des entreprises? Les réponses ne se trouvent pas dans les génériques, mais sont cachées entre les lignes, si vous savez où chercher et qui vous souvenir. Oscar Micheaux. Bien avant que les mots « cinéma indépendant » ne deviennent un cri de ralliement, Oscar Micheaux menait déjà sa propre course. Une course que peu à Hollywood voulaient reconnaître. En tant que cinéaste noir dans l'Amérique du début du XXe siècle, Micheaux n'a pas seulement défié les stéréotypes raciaux, il a construit son propre univers cinématographique en dehors des studios, écrivant, réalisant, produisant et distribuant plus de 40 longs métrages. Mais ce n'était pas de l'innovation pour l'innovation. Micheaux prenait des risques que les studios n'osaient pas, représentant l'ambition, la résilience et l'amour des Noirs à une époque où le Hollywood grand public ne permettait aux personnages noirs que d'être des serviteurs ou des ressorts comiques. Les patrons de studio le voyaient avec suspicion et mépris. Le simple fait qu'un homme noir crée des films pour un public noir était considéré comme un acte de rébellion. Il refusait de suivre les règles d'Hollywood, distribuant ses films à travers un réseau de salles de cinéma ségrégées et de lieux appartenant à des Noirs, maintenant son travail en vie grâce à sa détermination et à son acharnement incessant. Mais sa défiance a eu un coût. Hollywood l'a ignoré. Les magazines professionnels couvraient rarement son travail. Les récompenses étaient hors de question. Au fil du temps, les films de Micheaux ont disparu des archives grand public. Son influence a été minimisée ou entièrement effacée des histoires officielles du cinéma. Pourtant, son héritage est indéniable. Il a ouvert la voie pour des générations de cinéastes noirs qui livreraient des batailles similaires dans les décennies à venir. Aujourd'hui, le nom d'Oscar Micheaux est rarement mentionné aux côtés des grands noms d'Hollywood, même si ses innovations en matière de narration, de production et de distribution étaient en avance de plusieurs décennies sur son temps. Son effacement ne concernait pas seulement le racisme. Il s'agissait de punir un visionnaire qui osait prouver que le système n'avait pas besoin d'être aussi blanc ou aussi fermé que le voulaient les patrons de studio. Son histoire est un rappel que parfois, les plus grandes menaces pour un système défaillant sont ceux qui refusent simplement de suivre ses règles. Dorothy Erzner. Dorothy Erzner était une force de la nature, à une époque où les femmes à Hollywood devaient être vues, pas entendues. Elle ne s'intéressait pas à rentrer dans le moule de quiconque. Dans les années 1930, Erzner avait déjà franchi des barrières en devenant la première femme à rejoindre la Directors Guild of America et l'inventrice du microphone perche, un dispositif qui a révolutionné le cinéma sonore. Mais le plus grand acte de défi d'Erzner n'était pas technique. C'était sa détermination à réaliser des films sur les femmes, pour les femmes, à une époque où le système des studios était dominé par des hommes, qui considéraient les personnages féminins comme de simples décorations. Elle a réalisé des longs métrages majeurs pour Paramount et MGM, guidant les carrières de futures légendes comme Katharine Hepburn et Lucille Ball. Et ses films abordaient régulièrement des questions d'indépendance féminine, de sexualité et de pouvoir, des sujets considérés comme trop risqués par les gardiens de l'industrie. Mais Erzner a refusé de laisser les studios étouffer sa vision créative. Elle a façonné ses plateaux en des espaces où les actrices pouvaient repousser les limites et trouver leur voix, à une époque où les femmes à la barre de la réalisation étaient considérées comme des anomalies ou des menaces. Inévitablement, la défiance ouverte d'Erzner et sa vie personnelle non conventionnelle la mettaient en conflit avec les hommes qui dirigeaient Hollywood. Elle a fait face à une ostracisation subtile et ouverte, de plus en plus écartée des projets de premier plan, et a finalement vu ses opportunités de réalisation se tarir, non pas parce qu'elle avait perdu son talent, mais parce qu'elle n'était pas prête à se conformer. Lorsque les histoires d'Hollywood ont été écrites, les contributions pionnières d'Erzner ont été reléguées en marge, si elles y figuraient. Pourtant, ses empreintes sont partout, dans la liberté dont jouissent les actrices modernes, dans la profondeur narrative accordée aux personnages féminins, et dans le courage silencieux de chaque réalisateur qui refuse de reculer face à un défi. L'effacement de Dorothy Erzner ne concernait pas seulement le genre. C'était aussi la peur de l'industrie face à quiconque osait changer le scénario. Paul Robeson. L'histoire de Paul Robeson n'est pas seulement celle d'un talent et d'un charisme. C'est la saga d'un homme dont la vision était trop audacieuse, trop juste.
et trop défiant pour l'establishment d'Hollywood. Avocat formé, athlète de classe mondiale, chanteur acclamé et acteur redoutable, Robson était prêt à devenir l'une des plus grandes stars d'Hollywood. Mais il voulait plus que des applaudissements. Il voulait la justesse. À une époque où les studios prospéraient grâce aux caricatures et stéréotypes, Robson a utilisé sa plateforme pour défendre la dignité des Noirs et les droits humains, à la fois à l'écran et en dehors. Il a refusé des rôles dégradants pour les Afro-Américains, insistant pour jouer des personnages avec profondeur et dignité, une demande radicale aux yeux des patrons des studios qui craignaient toute remise en question du statu quo. Les performances de Robson dans des films comme The Emperor Jones et Showboat ont mis en avant non seulement son talent, mais aussi son refus de se contenter de moins que la pleine humanité. Mais son activisme ne s'arrêtait pas aux portes des studios. Il s'est exprimé contre le racisme en Amérique, le colonialisme à l'étranger et l'hypocrisie d'une industrie qui louait sa voix, mais tentait de faire taire sa vérité. Hollywood a riposté de la seule manière qu'il connaissait, par l'effacement. Robson a été mis sur liste noire, ses films supprimés, ses enregistrements retirés des étagères et son passeport révoqué pour l'empêcher de se produire à l'international. Les studios ont discrètement effacé son nom de leurs archives, et la place de Robson dans le panthéon des grands d'Hollywood a été diminuée par des décennies de négligence délibérée. Aujourd'hui, lorsque l'on célèbre le Hollywood classique, les contributions de Robson sont souvent réduites à des notes de bas de page, si elles sont mentionnées. Mais son esprit persiste, rappelant que la véritable innovation est parfois punie, non récompensée, par ceux qui craignent ce qu'elle pourrait engendrer. Paul Robson a défié les studios non seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui viendraient après. C'est pourquoi Hollywood a tout fait pour l'effacer, et pourquoi son héritage refuse de disparaître. John Garfield. John Garfield n'était jamais censé être un rebelle. Il était une création des studios, sombre, issu de la classe ouvrière et électrisant à l'écran. Pourtant, sous l'image soignée, Garfield était un homme de principe qui méprisait l'hypocrisie du système hollywoodien. À une époque où les studios dictaient tout, des rôles des acteurs à leurs croyances personnelles, Garfield osait penser par lui-même. Il parlait ouvertement des droits des artistes, et lorsque la liste noire de Hollywood a balayé l'industrie, il a tenu bon, tandis que d'autres se recroquevillaient ou se conformaient. La peur rouge d'après-guerre rendait tout signe de dissidence dangereux, et les politiques progressistes de Garfield faisèrent de lui une cible. Il refusa de donner des noms devant la commission des activités anti-américaines de la Chambre, refusant de trahir des collègues ou des amis pour sa survie personnelle. Les studios, terrifiés par la surveillance gouvernementale, prirent leur distance. Les projets disparurent, les offres cessèrent. Autrefois, l'un des acteurs les plus sollicités de sa génération, Garfield était soudainement persona non grata, un fantôme dans une ville qu'il avait autrefois dominée. La tragédie n'était pas seulement professionnelle, elle était profondément personnelle. Le stress constant et l'isolement ont eu des répercussions sur sa santé. Garfield est mort à seulement 39 ans, sa carrière brutalement interrompue par un climat de paranoïa et de peur. Hollywood, désireux d'éviter le scandale, est passé discrètement à autre chose. Son nom a disparu de la liste A. Et plus tard, les histoires des studios lui ont rarement accordé le crédit qu'il méritait pour avoir pris position quand cela comptait le plus. Pourtant, le refus de John Garfield de se plier résonne encore chez chaque artiste qui choisit l'intégrité plutôt que la commodité. Son effacement était une tentative de l'industrie de faire de lui un exemple, avertissant les autres de ne pas défier le système. Mais finalement, l'esprit rebelle de Garfield est devenu un modèle pour les quelques courageux qui allaient finir par briser la liste noire de Hollywood, rappelant au monde que la conscience ne devrait jamais être un frein à la carrière. Ida Lupino. Ida Lupino était une tempête que Hollywood n'avait jamais vue venir. À une époque où l'on attendait des actrices qu'elles jouent leur rôle à l'écran et en dehors, Lupino a tracé son propre chemin imprévisible, quittant la sécurité des contrats de studio pour devenir une réalisatrice, scénariste et productrice pionnière. Elle a cofondé sa propre société de production dans les années 1940, une démarche presque inédite pour une femme, et s'est lancée dans la réalisation de films sur des sujets que les studios n'abordaient pas. Mère célibataire, agressions sexuelles, maladies mentales et autres tabous sociaux. Ces films, bruts et sans concession, donnèrent la parole à ceux que Hollywood préférait maintenir au silence. Elle donnait les premiers rôles à des gens ordinaires et se concentrait sur les luttes des oubliés, des exclus.
et les blessés. Les studios, en réponse, l'ont étiqueté comme difficile. Un outsider, un risque. Les puissants d'Hollywood ont secrètement conspiré pour sous-financer et sous-distribuer ses films. Et la couverture médiatique de son travail était minimale par rapport à ses homologues masculins. Le résultat? Une carrière sans cesse freinée par des forces déterminées à maintenir le statu quo de l'industrie. Malgré ces obstacles, les innovations de Lupino dans le travail de la caméra, la psychologie des personnages et la structure narrative ont influencé des générations de cinéastes, bien que son nom ait souvent été omis des histoires officielles. Elle a continué à travailler à la télévision, se taillant une place dans une industrie qui ne l'a jamais pleinement accueillie, et a mentoré d'autres femmes qui ont refusé de prendre non pour réponse. L'histoire d'Ida Lupino est un témoignage du prix de la défiance à Hollywood. Son effacement a été aussi systématique que silencieux, réalisé non pas par hostilité ouverte, mais en lui refusant la reconnaissance, les ressources et la portée que son travail méritait clairement. Aujourd'hui, ses films sont redécouverts et son héritage est restauré. Mais pendant des décennies, elle était le secret le mieux gardé de l'industrie, une visionnaire effacée parce qu'elle refusait d'être contrôlée. Dalton Trumbo. La plume de Dalton Trumbo était une arme, aiguisée, spirituelle et totalement intrépide. Un des scénaristes les plus célébrés des années 1940, Trumbo a écrit des classiques comme Kitty Foyle et 30 secondes sur Tokyo. Mais son insistance sur l'indépendance politique ferait de lui l'une des victimes les plus célèbres de la liste noire d'Hollywood. Convoqué devant le comité des activités anti-américaines de la Chambre, Trumbo refusa de coopérer, déclarant avec une phrase célèbre: « C'est le début d'un camp de concentration américain. » Les studios ont réagi en le rendant invisible. Il a été licencié, mis sur liste noire et officiellement effacé des crédits, des contrats et des conversations. Mais Trumbo refusa de disparaître. Travaillant sous des pseudonymes, il continua d'écrire, remportant même 2 Oscars pour des films crédités à des prête-noms, Vacances romaines et Le Brave. L'hypocrisie d'Hollywood était pleinement exposée. Les studios le dénonçaient publiquement, tout en achetant secrètement ses scénarios. L'absurdité de la liste noire n'a jamais été aussi évidente que dans la double existence de Trumbo en tant que paria et fournisseur de succès fulgurants. Pendant des années, le nom de Trumbo ne pouvait pas apparaître à l'écran. Il a enduré des difficultés financières, le mépris public et la connaissance que son œuvre la plus réussie était célébrée sous le nom de quelqu'un d'autre. Ce n'est que dans les années 1960, lorsque les dirigeants de l'industrie ont finalement rompu avec la liste noire, que le rôle de Trumbo est redevenu public. Il a enfin pu revendiquer sa place dans l'histoire du cinéma, mais des décennies de reconnaissance avaient déjà été volées. L'histoire de Dalton Trumbo est une étude de cas sur la cruauté et l'absurdité de l'autocensure à Hollywood. Les studios l'ont effacé, non pas parce qu'il manquait de talent, mais parce qu'il refusait de soumettre son esprit à leur contrôle. Et pourtant, dans l'ombre, il a prouvé qu'un véritable innovateur ne peut jamais être entièrement effacé tant qu'il y a une histoire à raconter et quelqu'un d'assez courageux pour la raconter. Orson Welles. Orson Welles est entré à Hollywood comme une tempête. Trop créatif, trop indépendant et bien trop audacieux pour les patrons de studio qui attendaient de l'obéissance. À seulement 25 ans, Welles a réalisé, coécrit et joué dans Citizen Kane, un film si innovant qu'il a réécrit le langage du cinéma. Les studios n'avaient jamais vu quelqu'un comme lui, mais Welles refusait de suivre leurs règles. Il exigeait le montage final, se heurtait aux dirigeants et contestait la structure de pouvoir de l'industrie à chaque instant. Après Kane, lorsque RKO Pictures a vu le montage final de son film suivant, The Magnificent Ambersons, ils ont paniqué. Welles était à l'étranger, et pendant son absence, le studio a saisi le négatif, l'a remonté, coupé 40 minutes et ajouté une nouvelle fin, ignorant complètement sa vision créative. Les dirigeants de Hollywood ont qualifié Welles de difficile, arrogant et peu fiable, des termes de l'industrie pour désigner ceux qui refusent de céder le contrôle. Son contrat a été annulé, et la presse, manipulée par le service de presse des studios, l'a décrit comme un prodige raté qui avait gâché son génie. Les offres des grands studios se sont taries. Welles a été contraint à l'exil, finançant lui-même ses projets, jouant dans les films d'autres personnes juste pour payer les siens. Malgré
Son génie continue. Touch of Evil, Le Procès et Chimes at Midnight. Il n'a plus été souvent confié avec un gros budget. Pendant des décennies, la réputation de Welles était celle d'un has-been, une histoire d'avertissement à Hollywood sur les dangers de défier l'autorité des studios. Ce n'est que dans les dernières années que les chercheurs en cinéma et le public ont réhabilité son héritage en tant que véritable visionnaire. Mais le mal était fait. La carrière de Welles avait été systématiquement réduite parce qu'il refusait de laisser Hollywood transformer l'innovation en un simple produit. Son histoire est une leçon sur la manière dont l'industrie réagit à ceux qui refusent de se soumettre, et un témoignage du type de créativité qui ne peut jamais être véritablement effacée, peu importe à quel point le système essaie. Myrna Loy. La beauté lumineuse et l'esprit rusé de Myrna Loy ont fait d'elle la reine incontestée des comédies sophistiquées dans les années 1930 et 1940. Elle était l'épouse parfaite dans la série Thin Man, une chouchou des studios et une valeur sûre au box-office. Mais derrière le personnage de studio soigneusement construit, Loy était profondément principielle et farouchement indépendante. Elle parlait ouvertement des injustices raciales, des droits des femmes et de l'abus de pouvoir à Hollywood, des sujets que la plupart des acteurs avaient peur de même aborder. Loy a refusé de prendre des rôles qui rabaissaient les femmes ou les minorités, rejetant des contrats lucratifs et critiquant le système même qui l'a rendu célèbre. Son activisme l'a rapidement transformé en cible. Les dirigeants de studios, en particulier chez MGM, se méfiaient de ses déclarations publiques et de son leadership hors écran. Bien qu'ils ne pouvaient pas ouvertement licencier une star de son calibre, ils ont commencé à lui offrir des rôles moins en vue, la reléguant discrètement aux marges, tandis que de nouvelles starlettes étaient promues à sa place. La presse, alimentée par les potins des studios, la décrivait comme difficile et politique, et au début des années 1950, la carrière de Loy avait été discrètement dégonflée par le même système qu'il avait autrefois célébré. Malgré sa présence déclinante dans les films hollywoodiens, Loy a continué à s'exprimer, siégeant au Comité national contre la discrimination dans le logement et en tant que déléguée de l'UNESCO. Elle ne s'est jamais excusée d'utiliser sa célébrité comme plateforme, même lorsque les studios s'efforçaient d'effacer son influence et son héritage. Pendant des décennies, ses contributions à Hollywood et à la société ont été minimisées ou ignorées, son activisme presque une source d'embarras pour un milieu qui préférait ses stars silencieuses et souriantes. Aujourd'hui, Myrna Loy est reconnue comme plus qu'une simple star. Elle est vue comme une pionnière qui a défié la complicité silencieuse d'Hollywood et en a payé le prix. Son effacement était la façon pour l'industrie d'envoyer un message. Les principes ont des conséquences. Mais l'héritage de Loy, bien que presque enterré, s'est avéré impossible à faire taire pour toujours. Preston Sturges. Preston Sturges était une exception rare dans les années 1940. Hollywood, les comédies, comme The Lady Eve et Sullivan's Travels, éclataient d'esprit et d'énergie anarchique, tournant en dérision l'avidité, l'hypocrisie et l'obsession de Hollywood pour l'image. Il a remporté le tout premier Oscar pour le meilleur scénario original, et pendant une brève période éblouissante, il a été autorisé à prendre ses propres décisions, un véritable miracle à l'époque dominée par les studios. Mais l'indépendance de Sturges lui a rapidement attiré des ennemis. Il se disputait constamment avec les dirigeants au sujet des budgets, des castings et du montage final. Il refusait d'écrire des scénarios sécurisants et formatés, préférant remplir ses films de commentaires sociaux mordants et de piques envers les vaches sacrées de l'industrie. Les patrons du studio s'impatientaient face à son perfectionnisme et son irrévérence publique. Ils l'ont qualifié d'ingérable, et après une série de films moins rentables, il a été discrètement poussé vers la sortie de Paramount. La mémoire institutionnelle d'Hollywood est courte quand il s'agit des rebelles. Sturges a passé ses dernières années à naviguer entre les studios et à lutter pour faire approuver ses projets. Il s'est vu refuser le soutien financier et créatif accordé à des réalisateurs plus dociles. Lorsqu'il est mort en 1959, sa réputation avait terni, ses crédits étaient minimisés et son influence largement méconnue. L'industrie qu'il raillait si impitoyablement l'a effacé, espérant décourager de futurs iconoclastes. Pourtant, des décennies plus tard, les innovations de Sturges sont considérées comme parmi les plus importantes de la comédie américaine. Ses dialogues rapides, ses mises en scène absurdes et ses cibles satiriques sont désormais des normes de l'industrie. Son effacement était la manière d'Hollywood d'essayer d'enterrer un miroir qui reflétait ses défauts. Mais la véritable innovation, peu importe combien la machine tente de la supprimer,
trouve son chemin de retour à la surface, et Preston Sturges reste un témoignage du pouvoir de rire du système, même quand il est déterminé à rire le dernier. Clara Bow. Clara Bow était le visage des années folles. Irrépressible, magnétique et indéniablement moderne. Son esprit contagieux a fait d'elle la première « hit girl » d'Hollywood, la transformant en l'une des premières véritables superstars du cinéma. Les spectateurs la voyaient comme l'incarnation de la liberté et du glamour de la jeunesse, mais en coulisses, Bow menait des batailles qui finiraient par conduire à son effacement. Contrairement à beaucoup de ses contemporains, Clara refusait de laisser le système des studios contrôler chaque détail de sa vie. Elle a parlé franchement de l'exploitation, de l'inégalité salariale et des pressions incessantes exercées sur les femmes pour maintenir une image fabriquée. La défiance de Bow terrifiait les patrons des studios, qui comptaient sur des stars dociles pour maintenir leurs illusions lucratives. Au lieu de se plier à leur autorité, elle se rebellait, refusant de cacher son accent de Brooklyn, résistant aux coups de publicité forcés et réagissant lorsque ses limites étaient franchies. Sa franchise à propos des luttes pour la santé mentale, des traumatismes familiaux et de l'exploitation qu'elle a subie a fait d'elle une cible. La machine à ragots est entrée en sur-régime, alimentant la presse avec des histoires sordides de scandales et d'instabilité. Lorsque Clara a subi une dépression au début des années 1930, les studios ont saisi l'opportunité. Elle a été discrètement retirée des grandes productions, son image supprimée des supports promotionnels et ses contributions pionnières minimisées. Elle a passé le reste de sa vie dans une relative obscurité, même si Hollywood célébrait les nouvelles stars qui avaient appris à suivre les règles. Pourtant, l'impact de Clara Bow ne s'est jamais réellement estompé. Elle a prouvé qu'une femme pouvait dominer l'écran à ses propres conditions et a inspiré d'innombrables actrices à exiger plus de l'industrie. Son effacement était un acte calculé par les studios désespérés de maintenir le contrôle sur un monde en mutation. Aujourd'hui, son héritage est redécouvert, preuve que les véritables pionniers ne sont jamais effacés pour longtemps, peu importe à quel point le système tente de les effacer de l'histoire. James Whale. James Whale était l'une des forces créatives qui ont défini le genre de l'horreur, réalisant des classiques comme Frankenstein, L'homme invisible et La fiancée de Frankenstein. Ces films combinaient innovation technique et profondeur émotionnelle, et son style distinctif, ironique, gothique et subversif repoussait les limites d'une manière qui à la fois fascinait et déstabilisait le public. Mais Whale était aussi ouvertement homosexuel à une époque d'intolérance profonde, et son refus de cacher son identité ou de se conformer aux règles du studio l'a mis en conflit avec les gardiens d'Hollywood. Après ses premiers succès chez Universal, Whale a continué à prendre des risques, en choisissant des marginaux, en insufflant du sous-texte et en élevant des matériaux que les studios considéraient comme de simples œuvres de genre. Lorsqu'il refusait des projets qu'il jugeait peu inspirés, les dirigeants ont commencé à le qualifier de « difficile et imprévisible ». La pression est montée après le succès de La fiancée de Frankenstein, et avec le changement de direction chez Universal, le nouveau régime a clairement indiqué que l'indépendance de Whale et son ouverture sur sa queerness n'étaient plus les bienvenues. Les offres se sont taries. Le studio a cessé de lui attribuer des films importants. En quelques années à peine, le réalisateur dont le travail avait fait d'Universal une puissance a été discrètement relégué à la marge, puis complètement écarté du métier. Pendant des décennies, le nom de Whale a été rarement mentionné dans les histoires de Hollywood. Ses contributions pionnières au cinéma et à la représentation queer minimisées ou ignorées. L'histoire de James Whale est un exemple frappant de la manière dont Hollywood efface les innovateurs qui refusent de cacher qui ils sont ou ce qu'ils croient. Ces films, longtemps négligés par les critiques grand public, sont maintenant considérés comme des chefs-d'œuvre. Son parcours, de cinéaste acclamé à exilé de l'industrie, révèle à quel point la liberté créative était fragile dans le Hollywood classique et combien il pouvait être coûteux de se démarquer quand la conformité était la monnaie du succès. Anna May Wong. Anna May Wong était une pionnière du cinéma, la première star de cinéma chinoise américaine à Hollywood et une icône internationale. Sa carrière aurait dû être un triomphe, mais Wong a refusé d'accepter les limites imposées par une industrie raciste. À une époque où les personnages chinois étaient systématiquement joués par des acteurs blancs grimés et où les artistes asiatiques se voyaient relégués à des rôles serviles ou de méchants,
Wong a exigé dignité et respect. Elle a refusé des rôles qu'elle trouvait avilissants, même quand c'étaient les seuls proposés par les grands studios. La franchise de Wong était à la fois sa plus grande force et la raison de son effacement professionnel. Quand elle n'a pas été choisie pour le rôle principal dans Le Bonheur de Vivian, un film sur des paysans chinois dans lequel le rôle principal a été confié à une actrice blanche grimée, elle a protesté publiquement. Les studios ont riposté en réduisant ses opportunités et en la cantonnant à des rôles secondaires ou à des productions étrangères. La reconnaissance internationale de Wong n'a fait qu'accentuer le ressentiment de Hollywood face à son indépendance. Alors que le sentiment anti-asiatique montait pendant la Deuxième Guerre mondiale, Wong se retrouva encore plus éloigné des feux de la rampe. Son nom disparut des enseignes, ses films rarement repris, et son héritage systématiquement ignoré par un système désireux d'enterrer les preuves de ses propres préjugés. Pendant des décennies, ces réalisations révolutionnaires étaient reléguées en notes de bas de page, si elles étaient mentionnées, dans l'histoire de l'âge d'or d'Hollywood. Le refus d'Anna May Wong d'accepter l'effacement est devenu son triomphe durable. Elle a ouvert la voie aux générations futures d'acteurs et de cinéastes asiatiques, montrant que la dignité vaut tous les prix. Aujourd'hui, son héritage est récupéré par une nouvelle vague de conteurs déterminés à ce que plus personne, avec son courage ou son talent, ne soit jamais effacé. Son histoire témoigne de ce que Hollywood a perdu lorsqu'il a choisi l'exclusion plutôt que l'innovation. Gene Tierney. Gene Tierney était l'une des étoiles les plus lumineuses du Hollywood classique, une femme dont la beauté, l'intelligence et la profondeur émotionnelle illuminaient l'écran, dans des films comme Laura et Péché mortel. Mais derrière le glamour se cachait un esprit farouchement indépendant qui refusait de laisser les studios dicter chacun de ses gestes. Les problèmes de Tierney avec le système ont commencé lorsqu'elle a résisté à l'obsession d'Hollywood pour impacter et contrôler ses actrices principales. Elle a parlé de ses luttes avec la santé mentale, de la perte dévastatrice de son enfant et du contrôle incessant de sa vie personnelle, des sujets qui rendèrent les patrons de studios nerveux et menaçaient la façade soigneusement fabriquée qu'ils essayaient de maintenir. Le refus de Tierney de jouer le jeu de la machine de relations publiques signifiait qu'elle se retrouvait souvent en désaccord avec les institutions mêmes qu'il avait autrefois promues. Les dirigeants des studios voulaient que leurs stars restent silencieuses sur les souffrances et se conforment aux règles, surtout celles non écrites. Lorsqu'elle a choisi de se retirer du métier d'actrice pour chercher un traitement pour sa santé mentale, la réaction a été rapide et froide. Les projets ont disparu, les offres ont diminué, et soudain, celle qui était autrefois la vedette favorite était considérée comme un handicap plutôt qu'un atout. Son retour à l'écran a été accueilli avec des opportunités polies mais limitées, alors que les studios prenaient discrètement leur distance avec une star qui avait montré son humanité en public. L'héritage de Tierney a été éclipsé pendant des décennies, ses contributions minimisées dans les rétrospectives de l'industrie et son courage à aborder des sujets tabous souvent omis du récit officiel. Pourtant, la volonté de Gene Tierney de défier le système et de dire sa vérité a ouvert la voie pour que les générations futures d'acteurs discutent ouvertement de la santé mentale. Son effacement était le prix de la franchise, à une époque obsédée par l'illusion. Mais son impact, longtemps caché, commence enfin à se faire jour, nous rappelant que les plus grandes stars d'Hollywood sont parfois celles qui refusent de se taire, quel qu'en soit le coût. Robert Mitchum. La présence à l'écran de Robert Mitchum était si naturelle, si facile, que Hollywood a souvent essayé de le définir avec un seul mot: rebelle. Mais la rébellion de Mitchum n'était pas qu'un simple rôle. C'était un mode de vie qui faisait de lui à la fois une icône et un risque. Dans une industrie construite sur le contrôle, le refus de Mitchum de suivre les règles l'a marqué comme un fauteur de troubles. Il se moquait ouvertement de la machine hollywoodienne, ignorait les mandats des studios et ne cachait pas son mépris pour les prétentions de la célébrité. Lorsqu'il a été arrêté pour possession de marijuana en 1948, un scandale qui aurait mis fin à la plupart des carrières, la réaction de Mitchum était impénitente et presque désinvolte, tournant en dérision l'indignation morale que les studios souhaitaient projeter. Au lieu de rentrer dans le rang, Mitchum a embrassé son statut de marginal, donnant des interviews qui exposaient les hypocrisies de l'industrie et refusant de laisser les dirigeants dicter les types de rôles qu'il accepterait. Les studios, incertains sur la façon de gérer son indépendance, alternaient entre exploiter son image de mauvais garçon et le mettre discrètement à l'écart des projets de prestige. Pour chaque film classique,
Comme Out of the Past ou La Nuit du Chasseur, il y a eu des années de rôles mineurs et de talents sous-utilisés, une façon subtile d'Hollywood de punir ceux qui ne voulaient pas se plier aux règles. Au fil des années, à mesure que l'industrie évoluait et que les anciens scandales s'estompaient, l'héritage de Mitchum a été lentement réhabilité, ses contributions reconnues comme faisant partie du mouvement anti-héros qui a redéfini le cinéma américain. Mais pendant des décennies, il a été marginalisé, catalogué et privé de la pleine gamme d'opportunités que son talent méritait, simplement parce qu'il refusait que les studios le possèdent, à l'écran comme en dehors. L'histoire de Mitchum est un exemple classique de la façon dont Hollywood traite ses non-conformistes, avec une admiration à contre-cœur, une exclusion stratégique et des tentatives d'effacement. Sa survie était un acte de volonté, et son héritage, un rappel que parfois, la seule façon d'innover véritablement est de briser toutes les règles du livre. Herbert G. Biberman. Herbert G. Biberman était un réalisateur et scénariste respecté, mais sa plus grande réussite allait aussi devenir sa plus grande malédiction. En 1954, Biberman a réalisé Salt of the Earth, un film si audacieux, si radical, que Hollywood a tout fait pour l'effacer. Réalisé au plus fort de la peur rouge, Salt of the Earth dépeignait une grève réelle par des mineurs américano-mexicains au Nouveau-Mexique et osait montrer les gens de la classe ouvrière et les femmes comme les principaux agents de changement. Les studios, terrifiés d'être associés à des idées de gauche, ont mis Biberman sur liste noire pour avoir refusé de donner des noms devant le comité des activités anti-américaines de la Chambre. En conséquence, il a été ostracisé de l'industrie, privé de travail et ciblé par les agences gouvernementales et les organismes de surveillance de l'industrie. La production de Salt of the Earth a été entravée par des sabotages. Les laboratoires de développement ont refusé de traiter les films, les syndicats ont boycotté et le FBI a harcelé les acteurs et l'équipe. Lorsque le film fut finalement terminé, pratiquement aucun cinéma en Amérique ne voulait le projeter, et Biberman fut étiqueté comme un ennemi de l'État et un paria à Hollywood. Pendant des décennies, le nom de Biberman fut effacé des histoires des studios, son travail à peine reconnu, et son film enfermé à l'abri du regard du public. Sa femme, l'actrice Gail Zundergaard, a également vu sa carrière détruite dans la débâcle. Mais Biberman n'a jamais présenté ses excuses pour ses convictions, ni pour avoir créé un art qui, selon lui, disait la vérité. Salt of the Earth a survécu clandestinement et est désormais célébré comme un jalon dans le cinéma indépendant et l'activisme social. L'effacement de Biberman était la punition ultime du studio pour un artiste qui accordait plus d'importance à la conscience qu'à la conformité. Sa résilience dans le film qu'il risquait tout pour réaliser reste un monument au courage créatif et au prix élevé payé par ceux qui refusent de se taire dans les heures les plus sombres d'Hollywood. À Hollywood, ceux qui osaient défier le système payaient souvent de leur carrière ou de leur place dans l'histoire. Pourtant, alors que les lumières s'éteignent et que le générique défile, leurs innovations et leur courage refusent de disparaître. Les patrons de studios ont peut-être essayé d'effacer ces voix, mais leurs histoires ont une façon de refaire surface, inspirant de nouvelles générations à rêver et à défier. Le véritable héritage d'Hollywood ne se trouve pas seulement à l'écran, mais dans les rebelles qui ont tout risqué pour rendre le cinéma vraiment incroyable.